10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon 1er mai, un bon repos. Je vais vous faire comme prévu une vidéo review de Payback qui vient de se tenir la nuit dernière à San José, California. Alors sans plus attendre, on va démarrer tout de suite par d'abord le kick-off, traditionnellement on va dans l'ordre. Il y avait d'abord un match par équipe entre Soft, Enzo et Cass et le club, Luke Gallows et Karl Anderson. Donc ça a été un match très classique de kick-off, assez court. En tout cas moi ce que j'aime bien chez le club, c'est leur capacité à casser les hot tags à chaque fois qu'on les voit lutter. Ça je trouve ça plutôt original. Et on l'a encore vu ici à 2 reprises empêcher le hot tag de se faire sur Big Cass. C'est un peu leur marque de fabrique et j'aime bien ce côté là, à chaque fois de plonger là littéralement pour bloquer, contrer les tags, les hot tags notamment. Et ça j'aime bien et on l'a encore vu donc ici. Au final, voilà, Soft l'emporte sans surprise après que Cass ait empêché un Magic Killer de se faire sur Enzo, et Enzo en a profité derrière avec un petit paquet sur Luke Gallows. Donc match classique de kick-off, victoire des Faces comme je vous l'avais prédit, sans surprise. Ça ne méritait pas plus qu'un 5 sur 10, c'était vraiment un match très court et voilà, il n'y avait rien d'autre à dire de plus là-dessus. Ensuite on a vu un segment attendu également entre le Miz TV, dans le Miz TV pardon, avec donc le Miz qui recevait en compagnie de Maryse qui recevait Finn Balor. Donc du classique aussi. On a vu un Miz qui a provoqué Balor sur sa taille, sur le fait qu'il était en train d'essayer de refaire marcher son épaule pendant que lui soulevait son titre intercontinental, que Balor était juste finalement qu'un raté, qui avait gagné qui avait perdu, enfin en tout cas relâché son titre une fois 24 heures après qu'il l'ait gagné, sur blessure, on s'en souvient. Donc voilà, il s'était fait traiter de raté par le Miz. Balor lui a répondu qu'il voulait récupérer son titre universel, au grand étonnement du Miz qui lui a rappelé que c'était quand même Lesnar le champion universel. Mais Balor lui a dit qu'il avait déjà affronté des big men et que ça ne le fait pas peur et qu'il aime déjouer les pronostics. Et la fin fut plus classique, avec Balor qui s'est relevé, s'est tenu debout face au Miz, et après avoir d'abord vendu le fait qu'il ne le taperait pas comme le veut la tradition d'un Miz TV parce qu'il ne méritait pas d'être tabassé tout simplement, il allait repartir jusqu'à ce que le Miz le retienne, et finalement ça a énervé Balor qui est finalement a porté un sling blade et un dropkick dans le coin au Miz avant de célébrer avec le public. Voilà, donc ça ne pouvait se finir autrement qu'avec ce petit brawl, on va dire, entre les deux. Aucune apparition de Dean Ambrose à noter, alors qu'il est en feud avec le Miz, ni de mention aussi faite à Bray Wyatt, puisque on se souvient que Bray Wyatt a donné rendez-vous à Balor il y a 3 semaines. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas d'interaction entre les deux, mais ça risque de venir peut-être à partir de ce soir dans le prochain Raw. Donc voilà, un vrai segment, rien d'autre de particulier à dire, il n'y a pas aucune storyline n'a été lancée suite à ce segment. On va passer directement donc à la carte principale. Donc l'opener fut Kevin Owens contre Chris Jericho pour le titre des États-Unis. Alors première remarque qu'on pouvait faire, c'est que Jericho est entré sur le ring sans avoir porté la veste que Dean Ambrose lui avait offerte la semaine dernière. C'est un peu dommage. Enfin, moi personnellement, si j'étais Ambrose, je le prendrais un peu mal. Voilà, bon, il a peut-être pas aimé cette veste finalement. C'est ce qu'il faut dire. En tout cas, moi j'ai bien aimé le côté rusé de Kevin Owens dans ce match, qui a plusieurs fois contré Jericho, montrant qu'il le connaissait très bien. Beaucoup de contres et de feintes. Le match fut assez rythmé. On a bien senti que Jericho avait un désir de vengeance dans ce match, parce que ça tombe bien puisque c'était Payback. On a noté qu'on a revécu la scène de WrestleMania 33 avec Kevin Owens qui arrive à briser le Walls of Jericho en posant seulement un doigt sur la corde.
ce qui a énervé Jericho qui s'est alors acharné sur ce doigt et l'a littéralement détruit, hein, notamment à l'aide des escaliers en acier. Il réussit alors à nouveau à porter un Walls of Jericho, mais Kevin Owens a trop mal au doigt pour pouvoir aller jusqu'aux cordes et finalement il l'abandonne sur un nouveau Walls of Jericho. Donc Jericho l'emporte et redevient champion des États-Unis. C'est absolument incroyable et même impensable, hein, parce que qui l'eût cru franchement, puisqu'on savait qu'il partait en tournée, hein, à partir de maintenant, là au mois de mai, il allait partir avec son groupe Fozzy en tournée. Cela dit, Jericho était donné gagnant, hein, chez les bookmakers, et puis cela va probablement signifier que Jericho va à nouveau perdre son titre très rapidement, probablement à SmackDown demain soir, hein, c'est bien possible, car il pourra a priori pas rester champion longtemps. Il faut pas oublier non plus que du coup Jericho est drafté à SmackDown avec cette victoire et que du coup logiquement Kevin Owens va repartir du côté de Raw par voie de conséquence. Mais la difficulté que j'ai c'est que AJ Styles, qui est le prochain challenger au titre US, est censé affronter Jericho du coup, mais du coup ça serait plutôt pour Backlash, hein, dans 3 semaines et non dès demain soir a priori, hein. Du coup je me suis demandé si finalement l'histoire de la tournée de Jericho avec son groupe Fozzy n'était pas un faux problème et n'était finalement pas un frein pour que Jericho puisse continuer à lutter en parallèle, quoi, puisque finalement il va s'absenter qu'un mois et demi à cause de ça. Après au mois de juin je sais qu'il sera au Royaume-Uni, mais c'est que ça va durer pas très très longtemps, mais la partie américaine on va dire, voilà, ça va pas durer très longtemps et peut-être que finalement son calendrier va être aménagé et que il pourra tout à fait assurer les deux à la fois, ce qui fait que ça peut finalement justifier le fait qu'il prenne le titre. Bref, on verra bien, mais honnêtement moi j'aurais pas cru que Jericho allait repartir avec la ceinture. Moi je l'aurais plus vu gagner par disqualification. En tout cas ça a été un bon opener avec 2 bons lutteurs, hein, voilà, on le sait, hein. Et finalement ça a été un bon choix d'avoir mis ce match en opener et je lui donne une très bonne note puisqu'il s'agit de 7 sur 10. On passe au match suivant avec Austin Aries qui affrontait Neville pour le titre Cruiserweight. Alors encore une fois là, on a eu un très bon match, sans surprise, hein, j'ai envie de dire, d'une douzaine de minutes. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on atteigne au moins 15 minutes. Bon, c'est un détail, mais j'aurais bien aimé qu'il dure au moins 15 minutes, qu'il soit un petit peu plus long quand même. J'ai adoré en tout cas le regard noir de Neville, hein, il est vraiment devenu badass, hein, depuis son heel turn, et j'aime ce regard noir qu'il a là, qui cache sous ses yeux, sous ses longs cheveux là. J'aime bien cette attitude de Neville. En tout cas on aura vu un Austin Aries qui aura déployé son plus beau catch, hein. Il domine d'ailleurs le début du match. Le match est assez rapide et emballant, mais la fin est quand même assez étonnante puisque à l'image de ce qui s'est passé à WrestleMania 33, on voit donc Aries qui arrive à porter son Last Chancery, hein, sa prise de finition, mais Neville, ne parvenant pas à atteindre les cordes, ne trouve qu'une seule solution afin de pouvoir conserver son titre, c'est de s'accrocher au maillot de l'arbitre, qui n'a donc pas d'autre solution que de le disqualifier. Donc Aries l'emporte finalement, mais seulement par disqualification, et donc bien sûr par voie de conséquence le titre reste du côté de Neville. Alors encore une surprise quand même, parce que Neville était donné gagnant par les bookmakers. Alors personnellement j'ai pas de regret, hein, puisque moi c'est vrai que j'aurais plutôt vu Aries l'emporter. En dehors les bookmakers donnaient plutôt Neville, moi j'aurais plutôt vu Aries, mais j'aurais donné une victoire d'Aries clean à ce moment-là, pour devenir champion, quoi. Donc moi j'aurais jamais pensé à une disqualification. Donc je pense que s'ils ont fait ça, c'est pour prolonger la rivalité avec Neville, et je pense que c'est pas plus mal, car comme je vous le disais dans ma vidéo prono, je ne voyais pas quel face pouvait feuder par la suite avec Neville, dans le cas en tout cas où Neville gagnerait contre Aries, puisque qui est le cas, hein, il a battu Aries, mais je veux dire de façon pas clean. Si Neville l'avait battu de façon clean, je vois pas qui aurait pu y avoir derrière, parce qu'il y a Mustafa Ali qui est pris aussi avec Gulak, Tozawa il est pris avec Kendrick, donc voilà, et puis Gallagher on l'a déjà vu aussi feuder avec Neville, donc voilà, pour le moment c'est mieux
ça c'est du déjà vu. Donc pour le moment, pour moi, je trouve que c'est mieux de prolonger la feud avec Harris, donc avec cette double manœuvre par un peu cette tricherie, on va dire, cette double tricherie de Neville qui agit en heal pour s'en sortir. Donc ça sent peut-être le no DQ la prochaine fois, et ça tombe bien puisqu'on a Extreme Rules dans le prochain pay-per-view de Raw dans un mois à peu près. Donc à mon avis, je ne serais pas surpris que la feud se termine avec un match sans disqualification, avec n'importe quelle stipulation, mais en tout cas sans disqualification. Et là peut-être que le règne de Neville va enfin se terminer, puisque ça fera à ce moment-là, là on en est à 3 mois, donc on sera plutôt à 4 mois de titre, de règne et d'invincibilité, surtout pour Neville. Donc je pense que ce sera le bon moment pour perdre sa ceinture. Voilà, en tout cas, voilà, ça a été un bon match. Moi j'ai encore aimé ce match, encore controversé, mais il aura réussi à trouver une autre combine, Neville. Et voilà, malgré cela, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon match, et je lui ai donné la note de 6,5 sur 10. Et je pense que s'il y avait eu 3-4 minutes de plus, je leur aurais donné la note de 7. Match suivant, les Hardy Boys défendaient leur titre par équipe contre Sheamus et Cesaro. Alors un très bon match par équipe, on peut le dire, très rythmé. Ça fait plaisir, je trouve, de revoir les Hardys, en tout cas, avec un public qui était bien chaud et qui nous a fait un festival de Delete, Brother Hero ou d'Obsolete. C'est fou, en tout cas, ce que Matt Hardy peut être over, même plus que son frère, alors qu'il a toujours été dans son ombre. Et pourtant, son moveset est resté le même, c'est toujours les mêmes mouvements, mais c'est surtout le personnage qui a su évoluer, et ça, on ne peut que l'en féliciter. À noter que Sheamus a pété les dents de Jeff en lui portant un gros coup de pied au passage, on l'a vu plusieurs fois au ralenti. On a vu les images plusieurs fois au ralenti et ça a été assez brutal comme coup de pied. Un gros emballage final, en tout cas dans ce match, avec les 4 lutteurs impliqués en même temps. Et à la fin, on voit Sheamus qui commet une erreur en portant un power slam sur Matt Hardy, mais en pensant que Matt Hardy est l'homme légal, alors qu'en fait c'était Jeff qui avait fait le blind tag. Du coup, Sheamus, ne voyant pas Jeff arriver, il se fait surprendre par une senton bomb de la part de Jeff et il perd le match ainsi. Donc les Hardy Boys conservent logiquement leur titre comme je l'avais annoncé. Et c'est là qu'arrive, on va dire, une petite satisfaction personnelle de ma part, car je vous avais déjà donné mon scénario dans ma vidéo pronostic, et on a vu donc Sheamus et Cesaro qui ont finalement bien fait un heel turn en s'attaquant aux Hardys pendant qu'ils célébraient, alors qu'on pensait qu'ils étaient restés fair play dans un premier temps après leur avoir serré la main, mais les Cesaro sont revenus dans le ring par la suite et les ont attaqués assez rudement. Donc moi personnellement je suis content qu'ils aient fait ça, et peut-être que ma justification était la bonne, celle que j'avais donnée dans ma vidéo prono, c'était que la longue blessure des Revival, donc de Dash Wilder notamment, qui obligeait en quelque sorte à avoir une nouvelle équipe heel afin de les remplacer, et donc ce fut chose faite avec ce heel turn de Sheamus et Cesaro. Je pense que c'était la meilleure solution à faire, c'était une très bonne idée, et en plus c'était pas compliqué à faire, puisqu'on avait déjà un Sheamus déjà heel, il fallait juste faire tourner Cesaro heel pour le faire, quoi. Donc au final un bon petit match tag team auquel j'ai donné la note de 6,5 sur 10. Et à noter aussi que dans le Raw Talk qui a suivi, le talk show on va dire de débrief du pay-per-view, on a vu Cesaro et Sheamus interviewés, qui ont vraiment affiché leurs ambitions et qui ont réclamé les titres, et qui ont dit à la fin une phrase que j'ai bien aimée. C'est Cesaro qui l'a prononcée: "We don't raise the bar, we are the bar." J'ai bien aimé cette phrase, et ça en dit long sur leurs ambitions. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, et notamment dans le prochain Raw de cette nuit. Match suivant, Bayley défendait son titre contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Alors finalement, malgré mes craintes de botch en tout genre, dans tous les sens, j'ai pas trouvé le match mauvais, même s'il y a eu des lenteurs et un manque d'impact criant qui m'ont pas mal gêné, aussi bien du côté de Bliss que de Bayley, c'est toujours dans leur style à toutes les deux.
ce qui fait que du coup on a souvent du mal à y croire. Voilà, on a deux petits gabarits et je trouve que leurs coups sont pas assez percutants et ça j'ai un peu de mal avec ces deux-là. En dehors de ça, le match fut pas désagréable à regarder. Il y a eu un mini tournant dans le match au cours duquel Alexa Bliss se dégage d'un tombé de Bayley en la poussant contre le poteau. Et du coup, peu de temps après, Bliss en a profité. Il y a eu une dernière tentative de Bayley avec un petit paquet sauvé par Bliss. Et juste derrière, elle l'emporte finalement avec un finish un peu quelconque finalement, un simple DDT. Donc victoire de Bliss. Qui devient, il faut le souligner, la nouvelle championne de Raw et la première à gagner à la fois le titre SmackDown et le titre de Raw depuis que le brand split a eu lieu. Alors que moi personnellement j'aurais plutôt vu Charlotte réussir cette performance en premier. En plus le tout devant un public forcément hostile puisqu'on était à San Jose, California, donc chez Bayley. Donc c'était osé. Donc comme quoi du coup souvent quand on fait un pronostic par rapport à la ville natale, en tout cas la ville d'origine d'un lutteur, ça ne va pas forcément dire que le lutteur en question va l'emporter à domicile. Ça arrive souvent aussi que le lutteur perde. Mais c'est vrai que j'avais donné cette information dans ma vidéo prono. Ça pouvait jouer et finalement c'est pas plus mal, ça peut donner encore un peu plus de hit mais dans le mauvais sens pour Alexa Bliss qui pourrait se récolter encore plus de chants hostiles. Donc pour son rôle de heel c'est peut-être pas plus mal de le faire. Alors en tout cas moi mes pronostics c'est vrai allaient plutôt vers une conservation du titre par Bayley dans ma vidéo. Mais en fait après avoir tourné cette vidéo j'ai pu lire qu'après avoir fait donc cette vidéo que les paris avaient un peu changé et étaient redevenus favorables à Alexa Bliss ce dimanche et donc elle était redevenue la favorite pour l'emporter. Alors ce qui veut pas forcément dire qu'elle gagnerait le titre mais dans ces cas-là voilà, moi je voyais mal Bayley se faire disqualifier ou bien être décomptée à l'extérieur. Mais voilà, qu'elle prenne le titre, c'était pas forcément quelque chose auquel je m'attendais. Concernant le match, lui ai mis la note de 6 sur 10. Parce que voilà, bon, ça n'a pas été un match mémorable, mais je trouvais que c'était un match correct, mais on va dire d'un niveau d'Euro, pas un match d'un niveau pay-per-view, ça c'est sûr. À noter qu'on n'aura pas vu Sasha Banks intervenir. Alors peut-être que cette défaite de Bayley sera une raison valable pour que Sasha se retourne contre Bayley, notamment en lui disant qu'elle l'aura déçu, etc. Donc j'attends de voir le prochain Raw aussi pour voir ce que ça va donner, si on va avoir une explication entre Sasha et Bayley, ou si elle va continuer à jouer la bonne copine, ou si le heel turn va être pour maintenant, ou si ce sera plus tard avant SummerSlam. Donc voilà, ça reste à voir. En tout cas voilà, Bliss a quand même un booking très favorable avec ce double titre maintenant obtenu à SmackDown et à Raw. Elle a déjà, je crois, elle est 3 fois championne déjà. Ça va très vite pour elle, ça va très très vite, voire peut-être trop vite. On va voir donc ce qui va se passer par la suite. Match suivant, alors un match très 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 attendu pour de multiples raisons. Randy Orton affrontait Bray Wyatt dans un fameux House of Horrors match. Alors un match qui avait été annoncé finalement comme un No Holds Barred match. Bon, ça changeait pas grand chose pour nous, vu qu'on se doutait que ce serait un match en disqualification. Mais en tout cas, il a été annoncé tel quel. Donc, comme on a pu l'entendre ou le lire ces derniers jours, le combat a bien eu lieu en 2 parties. La première d'abord dans la Maison des Horreurs. Donc une partie qui a été préenregistrée. Et la seconde qui s'est déroulée sur le ring. Alors, on va d'abord commencer par la première partie. Alors, je pense que ça va pas mal diviser les gens. Il y en a à mon avis qui vont adorer, d'autres pas. Moi je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. J'ai pas eu spécialement peur, j'ai pas vu de sang, j'ai pas vu d'armes, j'ai pas sursauté, j'ai pas eu de réaction particulièrement de peur. À la limite si je joue à Resident Evil, j'aurais plus peur que ça quoi. Au niveau des armes, voilà quoi, qu'est-ce qu'on a vu? On voit quoi? On voit une poêle à frire, on voit un landau, on voit un frigo à la fin quoi. C'est quand même assez léger au final. Donc il y avait quand même un côté kitsch dans ce match qui était assez présent, fallait s'y attendre.
Peut-être pas du niveau des Hardys, hein, des Broken Hardys, mais bon, il y avait un petit côté quand même, voilà, film de série B. En plus, le fait qu'on change de pièce à chaque fois, hein, régulièrement, ça cassait un peu le rythme du combat, si on peut dire, si on peut appeler ça un combat. Ce qui m'a gêné aussi, c'est que même après être passé à travers un mur ou à travers une vitre, Randy Orton se relève quand même plutôt facilement au final. Ça casse un peu la crédibilité des choses, hein, je trouve. Et puis finalement, la première partie du match se termine avec un Wyatt qui renverse un frigo sur Orton après que celui-ci ait reçu un coup de pied dans les valseuses de la part de Wyatt. Donc Wyatt qui pousse le frigo. Alors en plus, bon, on voit la caméra qui était au-dessus du frigo, donc c'est ça, ce qui montre bien le côté attendu et prévisible, hein, de cette chute de frigo. Enfin, on le savait, hein, bien sûr que tout est planifié, bien entendu, mais donc le fait d'avoir cette caméra au-dessus, bon, ça n'aide pas non plus par rapport à la prévisibilité des choses, ça c'est sûr. Hein. Alors on voit ensuite Wyatt qui sort de la maison, prononçant son fameux Follow the Buzzards, et la maison devient alors toute rouge. Alors moi à ce moment-là, j'ai cru que la maison allait exploser ou prendre feu. Surtout après le segment, hein, dans lequel on avait vu Orton brûler la maison de la Wyatt Family. Donc j'ai cru que ça allait être une vengeance et qu'il allait brûler la maison ou la faire exploser. Finalement, on voit Wyatt qui regagne une limousine et qui demande à être conduit directement à l'arena. Voilà, au final, j'ai été déçu par cette première partie. Pour moi, ça vaut 5,5 sur 10, pas plus. Je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux que ça. Même si l'idée de faire cette partie dans une maison, voilà, ça me convenait plutôt. C'était quelque chose qui me convenait. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux et de faire autre chose. Et de façon surtout plus inquiétante, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui a fait beaucoup plus peur que ça, quoi. Voilà, moi j'ai été déçu. La seconde, je trouve ça a été le minimum syndical, voilà quoi. Pour moi, ça a été le minimum syndical. Et concernant la seconde partie, elle a donc eu lieu après le match entre Joe et Rollins, dont je vous parlerai juste après. On voit donc Wyatt qui arrive sur le ring en premier, mais par surprise, on voit Orton qui est déjà là, derrière lui, sur le ring, pour l'accueillir avec un coup de chaise. Alors là, niveau crédibilité également, il faudra m'expliquer comment il a fait pour arriver en premier, vu que déjà la limousine dans laquelle il était arrivé, hein, au tout début du match, enfin en tout cas dans le segment de la maison, il est arrivé en limousine, Orton, sauf que la limousine on l'a vu se barrer, donc il n'y avait plus de voiture pour lui. Et puis en plus, admettons que ce soit la même limousine que celle de Wyatt est parti avec, donc il n'y avait plus de limousine. Et en plus, du coup, il avait plus de moyens de revenir dans l'arène, quoi. Et vu qu'il avait plus de moyens de locomotion, et en plus, il était quand même écrasé sous le poids d'un frigo et diminué physiquement. Donc, faudra m'expliquer comment il a fait pour arriver avant Wyatt. Hein. Bon. Alors, à moins qu'il ait pris un Uber, mais bon, en plus, voilà, enfin, avec ce frigo sur lui, enfin voilà, j'ai trouvé ça complètement incohérent. Donc voilà, ça m'a un peu fait marrer, à vrai dire. Bon, ensuite la seconde partie du match fut vraiment très courte, hein, et assez boring, et malheureusement ce qui devait arriver arriva. Finalement, donc, on a vu les Singh Brothers arriver, intervenir pour attaquer Orton. Orton les a ensuite dégagés assez facilement. Et ensuite on a vu Jinder Mahal, logiquement, hein, si on voit les Singh Brothers, forcément c'est qu'on allait voir Mahal arriver. Et il est arrivé et a porté un premier coup de ceinture sur Orton, suivi d'un deuxième une fois que Orton s'est relevé. Et bien entendu Wyatt derrière en a profité et l'a emporté avec un Sister Abigail. On se souvient, hein, que Mahal avait volé la ceinture à Orton, hein, dans le dernier SmackDown. Donc on pouvait éventuellement s'attendre à ce qu'il revienne pour l'utiliser en tant qu'arme. Alors moi dans ma vidéo prono, j'avais dit qu'on ne le verrait pas car il détenait justement la ceinture WWE qu'il avait volée. Cette ceinture qui est spécifique à SmackDown. Donc je pensais pas qu'on la verrait durant un show spécifique à Raw. Et j'aime pas trop ça parce que du coup ça met beaucoup trop de confusion d'avoir fait ça. J'aime pas le fait de mélanger les rivalités comme ça. Alors au moins maintenant on sait que la feud Orton Wyatt est terminée
et maintenant on passe à Orton Mahal. Ça va être déjà plus simple à suivre, mais ce que j'aime pas, c'est que, alors ok, Wyatt gagne, ça c'est une bonne chose, c'est ce que je désirais, c'était très important qu'il l'emporte. Ça permet de ne pas l'entacher d'une défaite pour son premier match depuis qu'il a été drafté à Raw. Il va pouvoir maintenant lancer sa feud avec Balor, puisqu'il avait déjà dit qu'il le scruterait à Balor, donc ça va pouvoir monter en puissance, je pense, entre les deux d'ici peu. Après, ce qui me chiffonne, c'est que Wyatt l'emporte dans un match, dans son match, avec ses propres stipulations, dans son environnement, grâce à quelqu'un qui n'a rien à voir avec Wyatt, quoi. Il a rien à voir avec l'histoire. Il n'est pas lié à Wyatt. Donc moi, ce que j'aurais plutôt fait, à la limite, c'est que Bray Wyatt gagne son match clean, Sister Abigail 1, 2, 3 terminé, s'en aille, quitte le ring, et qu'à ce moment-là, le clan indien, on va dire, débarque et s'acharne sur Orton avec des coups de ceinture. Voilà. Ça m'aurait convenu. Ça lançait, en tout cas ça permettait de faire monter un peu en puissance le début de feud entre Orton et Mahal, mais pas qu'on mélange les choses, quoi. C'est ça qui m'a un peu énervé. Et ça permettait de ne pas immiscer Mahal dans la feud, quoi. Dans la feud avec Wyatt. De le faire l'un après l'autre, ça aurait été mieux. Je préfère qu'une feud succède à une autre plutôt que d'en lancer une à l'intérieur d'une autre. Ça donne beaucoup trop de confusion, je trouve. Alors ensuite, concernant le match dans son ensemble, je ne peux bien sûr pas noter la seconde partie, donc je vais prendre la totalité du match, qui m'aura quand même pas mal déçu au final. Je ne lui donnerai donc que la note de 5,5 sur 10. Et puis voilà, niveau catch pur, on n'aura pas vu grand chose non plus, c'était quand même plus un règlement de compte qu'autre chose. Voilà, match suivant, Samoa Joe affrontait Seth Rollins. Alors comme on pouvait s'y attendre, Samoa Joe s'est beaucoup acharné sur le genou de Rollins, le genou qui est quand même blessé depuis un bon moment maintenant. Alors on a vu notamment une grosse senton de la part de Joe directement sur le genou de Rollins. On l'a vu plusieurs fois au ralenti, on a même cru entendre, enfin en tout cas lire sur ses lèvres au ralenti un motherfucker de la part de Rollins. En tout cas là, on a vu un Joe assez brutal dans ce match, comme à son habitude. Rollins du coup il a pas mal boité dans ce match afin de vendre sa blessure. Il a quand même montré du courage, il a continué son match en boitant, sans jamais rien lâcher. Et à ce moment là, pour moi, étant donné que les cotes donnaient Rollins vainqueur, justement là j'ai cru que ça serait soit une disqualification en faveur de Rollins, soit un Rollins qui surprend Joe par un petit paquet ou quelque chose comme ça. Et c'est en effet c'est ce qui est arrivé, puisque on a vu Rollins se sortir d'une prise du sommeil de la part de Joe en le roulant et en le maintenant au sol pour le compte de 3. Donc ça a été une victoire un peu surprise. En tout cas dans le scénario du match c'était un peu une surprise, mais par rapport au pronostic c'était une victoire attendue de Seth Rollins. Après voilà, on peut quand même dire que c'est quand même dommage pour Samoa Joe qui était vendu comme une machine indestructible depuis qu'il était là, et qui n'a pas encore combattu des masses depuis son arrivée dans le main roster. Il était invaincu bien sûr. Du coup ça le coupe quand même pas mal dans son élan, et il encaisse donc sa première défaite. Et moi personnellement j'aurais préféré que le match ne se finisse pas clean, ou alors par une disqualification afin de protéger les deux lutteurs. Le match fut pas mal dans son ensemble, mais il a été pas inoubliable. Je lui donnerai la note que de 6,5 sur 10. Pas d'intervention extérieure à noter, notamment de Kevin Owens, ce qui aurait pu finalement arriver, puisque si on considère que Kevin Owens, après avoir perdu sa ceinture, va retourner à Raw, a priori. Du coup, la connexion avec Samoa Joe aurait tout à fait pu être renouvelée durant ce match. Et donc on est à nouveau une association entre les deux. Et il n'y en a pas eu finalement. Je pense que la rivalité va continuer du coup. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un match à Extreme Rules justement. Ça va bien s'y prêter, avec une stipulation bien crasseuse pour continuer, voire terminer la rivalité entre Joe et Rollins. Et là par contre, si ça se confirme, s'il y a bien un match entre les deux, il faudra à tout prix que Samoa Joe l'emporte, parce que là
Il peut pas perdre 2 fois contre Rollins, là ça va pas être possible. Et enfin on termine par le main event, Roman Reigns contre Braun Strowman. Alors on a vu un Roman Reigns arriver sur le ring diminué, recouvert de bandages, en mode momie, qui a tout de suite attaqué Strowman sans attendre. Mais on a vu un Strowman qui a très rapidement pris le dessus par la suite, avec notamment un chokeslam porté sur la table des commentateurs, mais la table ne s'est pas écroulée, donc I am the table, on peut le dire. Strowman a continué après sa domination en détruisant Reigns et en le balançant dans les escaliers d'acier. À ce moment-là, on peut se dire que ça sent le booking un peu à la Cena, c'est ce qu'on pouvait craindre, avec un Reigns diminué par ses blessures et dominé dans le match, mais qui va finir par l'emporter malgré tout. Alors un moment marrant du match quand même, c'était quand Strowman est arrivé à foncer sur Reigns et a fini contre le poteau à l'extérieur du ring, et qui a fait péter en même temps les LED du poteau, du coup l'affichage Payback avait disparu. Ça m'a bien fait marrer en tout cas ce moment. Ensuite on a vu Braun Strowman se manger un spear, mais Strowman arrive à s'en dégager. Donc voilà, le spear maintenant ce n'est plus une prise qui est forcément indestructible, on arrive à s'en sortir, c'est pas la première fois maintenant que ça arrive. Et on a vu ensuite Strowman qui porte sa prise de soumission qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, celle où il soulève son adversaire en l'endormant, si on peut dire. On n'avait pas vu cette prise, je crois, depuis qu'il était à la Wyatt Family, donc c'est bien de la revoir. Et il enchaîne ensuite avec un Power Slam, mais malgré tout Reigns arrive à se dégager, ce qu'on n'avait jamais vu après son Power Slam, car il finissait souvent ses matchs comme ça. Donc là le super-héros Reigns était en marche, mais malgré tout Strowman a insisté et il a porté un deuxième, donc du coup un second Power Slam, et l'a réussi. Victoire donc de Braun Strowman, victoire attendue, qui était plus que nécessaire dans un match qui a été finalement assez court pour un main event de seulement 12 minutes, mais on va dire une brièveté qui se comprend mieux, qui s'explique mieux par la suite, puisque après le match on a vu Braun ramener les escaliers d'acier sur le ring et écraser Roman Reigns dessus, sous les thank you Strowman de la foule. On a vu ensuite Strowman achever ensuite Roman Reigns avec un gros coup d'escalier d'acier sur les abdos, et on a vu Reigns qui a fini en sang, il saignait de la bouche, il crachait du sang, et on a vu le public malgré tout qui a continué de remercier Strowman et même de crier you deserve it à Roman Reigns. C'était quand même assez dur pour Reigns, faut le reconnaître. On a beau détester ou ne pas aimer Reigns, c'est vrai que la réaction du public vis-à-vis de lui, c'est pas forcément très sympa vis-à-vis de Reigns. Le match en tout cas ne fut pas fameux, je trouve. Ça a été brutal, ça a été comme prévu, voilà, assez stiff, mais voilà, pas très long, assez oubliable aussi, et ça méritait pas plus d'un 6,5 sur 10 pour moi. En tout cas voilà, il fallait vraiment que Strowman l'emporte face à Reigns, qui était en plus très diminué dans ce match puisqu'il était arrivé en mode momie. Donc si Braun Strowman ne gagnait pas face à un Reigns diminué, il aurait été, je pense, complètement enterré et décrédibilisé. D'autant plus que là, en plus, du coup, là, il bat un Roman Reigns qui est quand même celui qui a battu Taker à WrestleMania. Donc ça va lui donner un peu plus de crédibilité et ça va le permettre de le booker encore plus fort avant un duel probable face à Brock Lesnar, c'est dont on en entend beaucoup parler. Un duel face à Lesnar pour le titre universel qui est potentiellement qui pourrait avoir potentiellement lieu pour le prochain pay-per-view, enfin en tout cas pas le prochain mais dans 2 pay-per-view pour Raw, qui s'appelle le Great Balls of Fire, puisqu'on sait que Lesnar est annoncé pour ce pay-per-view. Et du coup, alors on a Extreme Rules avant, donc peut-être qu'on pourrait avoir un dernier match entre Strowman et Reigns pour finir la rivalité, et peut-être justement avoir le fameux Ambulance match qu'on attendait pour Payback et qui n'a pas eu lieu. Donc peut-être que on pourrait l'avoir là, d'autant plus après le segment qu'on a eu en coulisses, puisque
à Raw Talk, hein, donc le show, le post-show hein, du pay-per-view. On a vu Reigns en coulisses qui continuait de cracher du sang abondamment et qui s'est approché de l'ambulance. Et c'est là qu'on a vu Strowman qui a tenté de lui foncer dessus alors qu'il était près de l'ambulance, hein, Reigns. Et on a vu Reigns qui a esquivé et Strowman qui a détruit la porte de l'ambulance et qui a atterri en plein dans des cartons. Reigns a alors donné quelques coups de porte à Strowman dans la face et Strowman a fini par s'enfuir. Donc le fait de voir à nouveau l'ambulance dans cette petite baston peut indiquer qu'on pourrait avoir finalement ce fameux ambulance match qu'on attendait, peut-être à Extreme Rules, hein, puisque la stipulation s'y prête très bien, hein, vu que voilà, Extreme Rules pour le pay-per-view, pour ce pay-per-view là en tout cas, ça s'y prête très bien. Voilà pour la review de ce pay-per-view. Voilà, ben mon bilan, hein, comme souvent, je reste assez mitigé. Finalement, je crois que j'ai plus aimé la première partie du pay-per-view que la fin. J'ai bien aimé l'opener qui a bien joué son rôle, KO Jericho, le tag team match aussi qui était bien, le match des cruiserweight aussi sans surprise qui était bien, le match féminin qui a pas été finalement si dégueulasse que ça. Mais à partir de là, après ça, la deuxième partie, j'ai été plus déçu. C'est quand même dommage parce que c'était quand même les 3 gros matchs de la soirée et donc les 3 derniers matchs. Donc j'ai apprécié, on va dire 3,5 ou 4 matchs sur 7. Donc on va dire que ça vaut une petite moyenne. Donc je vais être un peu plus généreux. On va dire que voilà, ce pay-per-view mérite un 6 sur 10. Voilà, ça c'est mon avis. Ça va pas rentrer dans les annales ce pay-per-view. Si ce n'est qu'on aura vu le premier House of Horrors match de l'histoire. Mais un match, comme je vous le disais, qui était assez décevant au final. A noter aussi une petite chose, peut-être pas très importante, mais par rapport à ce que je vous avais dit dans ma vidéo prono, on n'aura pas vu Elias Samson. Voilà, je l'avais cité dans mes pronos comme une surprise potentielle de ce pay-per-view. Donc finalement, on ne l'a pas vu et peut-être qu'on le verra ce soir à Raw, on ne sait jamais. Voilà pour cette review de Payback. Voilà, vous me dites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo, partagez. Je sais que vous allez avoir des avis différents du mien. Parfois vous serez d'accord, parfois vous ne le serez pas. C'est normal, c'est le principe du catch. Ça sera toujours comme ça. Donc partagez, commentez, likez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se donne rendez-vous bien entendu pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Soit on rentrera dans Backlash, soit je vous parlerai de choses qui se seront peut-être déroulées avant. Tout dépendra de l'actualité. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de 1er mai. Voilà, bon muguet à tous et reposez-vous bien. Et en attendant, d'ici là, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao!